Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr. Mab, et aujourd'hui, nous vous présentons le fantôme des Whittaker. En plus des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et la région, les chercheurs de Montréal Hanté dénichent parfois de vieilles histoires de fantômes se déroulant à Montréal, comme celle que nous vous présentons aujourd'hui, publiée pour la première fois dans la revue Argosy. Argosy, édité par Madame Henry Wood, était une revue mensuelle de nouvelles et de romans par épisode, souvent illustrés de gravures sur bois. Le fantôme de Whittaker est apparu en juillet 1879 dans le volume 28. L'auteur, GBS, est considéré par beaucoup comme nul autre que George Bernard Shaw. Shaw est célèbre pour son rôle dans la révolution du théâtre comique. Il fut également critique littéraire et un éminent socialiste et pacifiste. L'œuvre la plus célèbre de Shaw, Pygmalion, a été adaptée sur Broadway et en film sous forme de comédie musicale My Fair Lady. Ce géant de la littérature a reçu le prix Nobel en 1925. Au Canada, George Bernard Shaw est si populaire qu'un festival de théâtre porte son nom à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Le Shaw Festival, qui produit fréquemment ses œuvres, a fêté son 60e anniversaire en 2022. Assez étrangement, ce festival se déroule entre autres dans un théâtre hanté. Cette histoire de fantôme classique se déroule à l'époque victorienne à Montréal. Elle mérite d'être lue en tant qu'élément de la littérature locale et historique sur les fantômes du 19e siècle. Montréal Hanté vous présente donc le fantôme des Whittaker dans son format original et a chargé la talentueuse Claude Chevalot de le traduire en français. Voici donc. Cette histoire de fantôme m'a été racontée, mot pour mot, par un témoin oculaire et est authentifiée par des gens jouissant d'une position sociale reconnue. Mon nom est Anna Ducan et j'avais deux sœurs, Hélène et Louise. Il y a 20 ans, nous vivions avec nos parents sur une ferme canadienne dans les environs de Montréal, c'est-à-dire à une distance d'à peu près 30 000 de cette ville. Nous menions une existence tranquille et sans histoire. De temps à autre, nous visitions quelques-uns de nos voisins à la campagne, ou passions quelques jours à faire des emplettes et à visiter les divers sites de la ville avec nos parents. Mais nos divertissements étaient simples et peu nombreux, et une couvée de canards était matière à conversation pendant une semaine. Je tiens à dire que nous jouissions d'une santé parfaite et que nous étions toutes les trois des filles fortes, bienveillantes et utiles, qui pouvaient s'adonner à la plupart des tâches ménagères, ainsi qu'à un bon nombre de travaux à l'extérieur. Nous professions un mépris plutôt marqué pour toute forme d'affectation et de ce que nous appelions le beau parler. Je mentionne tout cela dès le début, car je tiens à dire que nous ne connaissions rien des états nerveux. À l'époque dont je parle, Hélène et moi, qui étions jumelles, avions près de 22 ans, et Louise environ 19 ans. C'est à la fin du mois d'août que nous reçûmes une invitation charmante et inattendue à passer quelques semaines chez les Whittaker, à la maison du vieux major Whittaker, qui résidait avec ses deux sœurs dans une très jolie propriété en périphérie de la ville. Lucy Whittaker, leur nièce, avait fréquenté avec nous l'école à Hamilton, et son retour d'Europe était prétexte à cette invitation dans la maison de son oncle. Au début, notre mère déclara qu'elle ne pouvait envisager de nous envoyer toutes les trois séjourner dans une maison de ville. Mais Lucie écrivit et insista pour qu'aucune de nous ne soit laissée pour compte. Il y avait beaucoup de place, si nous ne craignions pas de partager une pièce grande comme une aile d'hôpital, qu'elle s'était occupée à préparer pour nous. Ainsi, un soir de septembre, nous fûmes accueillis chez les Whittaker par Lucie, plus jolie que jamais dans une merveilleuse robe parisienne, comme nous n'en avions jamais vu. Cette robe faisait pâlir tous les préparatifs minutieux, les volants, les jabots et les repassages, qui nous avaient occupés pendant les 15 derniers jours. Malgré sa nouvelle garde-robe élégante, Lucie était toujours la même.
et Louise et elle furent aussitôt inséparables comme à l'école, tandis qu'Hélène et moi nous entichâmes immédiatement des vieilles demoiselles Whittaker, mademoiselle Sarah et mademoiselle Esba. Elles étaient différentes de toutes les vieilles dames que nous avions connues, plus raffinées dans leur apparence et leur manière que nos voisines de la campagne, et accomplies dans de nombreux arts bizarres qui n'existent plus guère, comme le travail d'aiguille au tambour, la peinture sur velours et la harpe. Nous voulûmes immédiatement apprendre tout ce qu'elles pouvaient nous enseigner, et nous pensions que si nous ne commencions pas immédiatement à être initiés à ces mystères, notre séjour de 3 semaines ne serait jamais suffisant pour nous conférer une importance et un attrait nouveau. Dès de notre retour chez nous, nous nous lançâmes avec détermination dans toutes sortes d'occupations, et les journées filèrent à toute allure. Lucie et Louise étaient généralement dehors dans le grand jardin à l'ancienne derrière la maison, où elles bavardaient, cueillaient des fruits et chuchotaient leurs secrets au fil des heures, ou encore dans la ville même, où elles faisaient des visites et des promenades sous la protection d'un jeune parent de nos hôtes, Harry Leroy, qui, comme nous, visitait les Whittaker pour la première fois. Un mot ici sur le Major Whittaker, qui, bien que ne manquant pas de l'hospitalité et de la générosité d'un hôte, était en somme toute très peu vu par ses visiteurs, sauf à 8 heures, matin et soir, lorsqu'il lisait régulièrement les prières à sa maisonnée réunie et aux 2 repas qui suivaient. Il n'apparaissait jamais en bas, mais passait son temps dans un petit bureau au-dessus du porche, où, lorsque la porte était ouverte, les passants pouvaient le voir peiner sur l'œuvre de sa vie, une harmonie des 4 évangiles sur laquelle il se penchait depuis des années. Je ne sus jamais rien de son histoire passée. Comment il avait obtenu son titre militaire, quand il avait quitté l'armée, ou ce qui lui avait fait adopter les opinions religieuses marquées et particulières qu'il entretenait. Ces opinions étaient imposées à la maisonnée matin et soir, lors des prières familiales, lorsque les longues pétitions extemporelles du Major nous maintenaient parfois une demi-heure à genoux. Les 15 jours que nous avions passés à Whittaker s'étaient déroulés très agréablement, et nous commencions à penser, à contre-cœur, que dans une semaine environ, nous devions rentrer chez nous. J'en parlais un après-midi à Mel Hesba, alors que nous étions assises devant notre tableau. Elle rejeta immédiatement l'idée, déclarant que tant que nous voulions rester et que le beau temps continuait, nous ne devions pas penser à les quitter. Mais alors même qu'elle parlait, Miss Sarah se leva et regarda anxieusement par la fenêtre, car il semblait que le temps splendide était sur le point de se dégrader. Des nuages s'étaient accumulés depuis le matin, et un vent humide, sonore et sifflant commençait à hanter les cheminées et à faire trembler les feuilles rouges des érables. Les 2 plus jeunes filles et Harry Leroy entrèrent du jardin, et à notre grande surprise, le vieux Major Whittaker lui-même apparut des étages du haut, frissonnant comme s'il avait froid. « Fermez les fenêtres, dit-il, et ne sortez plus ce soir, car nous passions généralement l'heure avant et après les prières et le souper dans la véranda. » Sur le moment, nous ne tînmes pas particulièrement compte de ces paroles, et il repartit rapidement dans son bureau. Nous passâmes la première partie de la soirée assez agréablement, en chantant et nous accompagnant au piano. Ensuite, il y eut les prières et le souper, comme d'habitude. Puis, en traversant le hall de la salle à manger, l'un d'entre nous proposa de sortir sur les marches de l'entrée principale et d'observer la tempête qui se préparait rapidement, et les nuages qui se fracassaient sur la pleine lune, suspendus comme un globe rouge au-dessus du Saint-Laurent. Je ne pense pas que l'hôte ou les hôtesses nous virent, et nous avions tout à fait oublié le conseil du Major de ne pas ressortir ce soir-là. Nous laissâmes la porte du hall entr'ouverte et restâmes sur le gravier devant la maison, nous 4 filles et le jeune monsieur Leroy. Pour que les circonstances suivantes soient bien comprises, je dois expliquer un peu la topographie de Whittaker. C'était une longue maison à 2 étages, située un peu en retrait de la route qui mène à Montréal, et son entrée ne ressemblait pas à celle de nombreuses villas anglaises modernes. Elle comptait 2 portails en bois qui s'ouvraient sur la route, qui avaient toujours été larges et qui étaient reliés à la maison par
par une bande de graviers semi-circulaire, bordée de lauriers et d'arbustes. Le grand jardin, le verger et les champs se trouvaient tous derrière la maison, dont l'avant se trouvait à une 50aine de mètres de la route. La porte du hall d'entrée de Whittaker était toujours ouverte pendant notre visite. C'était une porte à 2 battants en chêne, abîmée et tachée par les intempéries, dont l'extérieur portait les marques de 2 gros heurtoirs qui avaient manifestement été enlevés. Nous avions remarqué leur retrait auparavant, et M. Leroy avait dit qu'il supposait que le cliquetis des heurtoirs avait perturbé l'harmonie des 4 évangiles dans le bureau au-dessus. Alors que nous nous tenions sur le chemin de gravier, nous entendîmes tous les 5 distinctement le bruit d'une lourde voiture qui s'approchait de la ville le long de la route devant nous, tirée apparemment par 2, voire 4 chevaux, et conduite à grande vitesse. Nous ne pouvions pas la voir à cause des lauriers qui s'interposaient entre nous et la route de chaque côté, mais nous savions qu'elle approchait rapidement de la porte. Son approche nous intéressait, car il était maintenant près de 10 heures, et un visiteur à une telle heure était une chose jamais encore vue. Mais s'il ne se rendait pas chez les Whittaker, où pouvait bien aller le carrosse? Car il s'agissait de la dernière maison d'importance à des kilomètres à la ronde. Nous fîmes un pas en arrière dans l'embrasure de la porte, et nous nous trouvâmes soudainement attrapés et traînés par le vieux major Whittaker, qui, tremblant d'excitation, affublé de son étrange robe de chambre à fleurs qui flottait autour de lui, comme s'il venait d'être tiré du lit, nous projeta tous, en quelque sorte, dans le hall, et frappa les grands battants de la porte avec un bruit qui fit trembler la maison. Mais par-dessus le cliquetis des chaînes et des barreaux, car le vieil homme sécurisait la porte, comme pour un siège, nous entendîmes la voiture approcher. Comme nous l'attendions, elle tourna à la porte et s'arrêta, avec un claquement de fouet et un crissement de gravier, lorsque les chevaux furent mis au pas devant les marches du hall. Nous l'entendîmes tous, ainsi que, j'en suis sûr, le major Whittaker et ses sœurs, qui étaient également sortis dans le hall. Aucun d'entre nous n'osa dire quoi que ce soit, car nous étions effrayés par l'intensité de l'excitation qui caractérisait chaque mouvement de notre hôte. Un instant après, la vieille porte fut presque enfoncée par un assaut furieux du heurtoir en fer, et nous nous regardâmes les uns les autres. Nous nous rappelâmes tous simultanément qu'il n'y avait pas de heurtoir. « Prions », dit la voix du major Whittaker au-dessus du bruit. Nous tombèrent à genoux tout là où nous étions, tandis qu'il se lançait dans une longue prière décousue, dans laquelle il suppliait d'être délivré de quelque influence maléfique et fantomatique. Mais nous étions tous trop effrayés et excités pour écouter vraiment. Lucie et Louise pleuraient toutes les deux et recevaient un courant de consolation discret de la part de Harry Leroy, tandis que notre hôte continuait à prier sur un ton élevé et peu naturel. Le martèlement de la porte d'entrée se poursuivait par intervalles. Cependant, elle devenait de plus en plus longue, et finalement, le son cessa complètement. Il n'en fut pas de même pour les prières, car bien que j'eusse hâte de m'enfuir dans notre chambre, qui donnait également sur la façade, pour voir si la voiture restait à la porte, le vieux major nous retint une bonne demi-heure, sans aucune déférence pour le culte familial habituel, qui avait été ponctuellement accompli comme d'habitude 2 heures auparavant. Lorsque nous nous retirâmes enfin dans notre chambre, notre premier réflexe fut bien sûr de nous précipiter vers la fenêtre. Mais tout ce que nous pouvions voir était la lune qui montait haut dans le ciel et les nuages d'orage qui défilaient. Aucune trace d'une voiture ou de ses occupants. Bien sûr, nous restâmes éveillés jusqu'au matin, discutant de cet événement extraordinaire, et Lucie vint se glisser dans le lit de Louise, trop effrayée pour rester seule. Je dois expliquer qu'elle était presque aussi étrangère à Whittaker que nous l'étions, ayant été récemment laissée orpheline à la charge de son oncle, qu'il avait d'abord envoyé en voyage en Europe avec quelques amis. Par conséquent, l'assaut de la maison par le fantôme et le heurtoir spectral, car nous étions convaincus que ce que nous avions entendu était surnaturel, fut aussi terrible pour elle que pour nous. Le lendemain matin, il semblait que tout le plaisir de notre visite avait disparu, et comme une paille montre de quel côté souffle le vent,
lorsqu'il fut question de notre retour à la maison, je fus frappé, mais pas tout à fait étonné, de constater qu'il n'y eut aucune opposition à ce que nous concrétisions notre intention, même de la part de Melesba. Les deux vieilles dames étaient de toute évidence malheureuses et mal à l'aise au sujet de quelque chose. Et bien qu'aucune allusion n'ait été faite à l'événement de la nuit précédente, il était dans tous nos esprits et s'élevait entre nous et toute forme de plaisir. Nos agréables occupations matinales ne furent pas reprises, car les demoiselles Whittaker étaient enfermées à l'étage avec leurs frères, et nous, les plus jeunes, préférions rester tous ensemble dans le jardin, où le soleil brillait, et où nous semblions être hors de l'influence surnaturelle qui investissait le vieux lieu lugubre. Harry Leroy confia qu'il avait examiné la façade de la maison et que les traces des roues d'un véhicule lourd et les marques de sabots d'une paire de chevaux étaient nettement visibles sur le gravier. Peu après, lorsque nous entrâmes pour le dîner, Melsara me prit à part et faisant nerveusement tourner sa montre dans ses mains, elle m'expliqua qu'elle et son frère pensaient qu'il serait peut-être mieux, vu les circonstances malheureuses, que notre visite chez les Whittaker se terminât le plus tôt possible. Sans le dire, elle me fit comprendre que le désagrément de la veille n'était en aucun cas terminé. J'étais heureuse qu'elle parle franchement, car si entre nous, personnellement, le fantôme, comme nous avions déjà pris l'habitude d'appeler cette influence perturbatrice, ne me dérangeait pas, je ne pouvais pas supporter le changement qui s'était abattu si soudainement sur le ménage auparavant joyeux. De plus, je redoutais son effet sur Louise, qui était d'un tempérament très excitable. Je m'arrangeais donc volontiers avec Melsara pour qu'elle prépare une note à l'intention de ma mère, qui serait envoyée l'après-midi même par un messager spécial, pour la préparer à notre retour inattendu à la maison, dès que 4 places libres pourraient être obtenues dans la diligence qui, à cette époque, était le moyen de communication le plus direct entre Montréal et notre village. 4 places, car j'avais persuadé Mel Whittaker de nous laisser emmener Lucie. Je ne pouvais pas supporter l'idée de laisser la jeune fille sans compagnie, bien que sa tante ait affirmé dans un soupir. Lucie est l'une des nôtres et doit apprendre à endurer cela comme nous. Cette nuit-là, nous dormîmes toutes ensemble dans la grande chambre à coucher de devant. Je dois préciser que je n'avais pas parlé aux autres de l'allusion de Melsara, qui avait laissé entendre que le fantôme n'était peut-être pas encore enterré, car je pensais que nous avions suffisamment parlé de la question. J'incitais donc Lucie à nous raconter quelques-unes de ses expériences européennes. Et nous nous endormîmes toutes au milieu de sa description de la cathédrale de Cologne. Nous avons dû dormir environ 2 heures quand je fus réveillée par un pincement sec d'Hélène et je criai « Qu'est-ce que tu fais ?» Avant que je n'ouvre les yeux. « Chut! Il est ici dans la chambre !» me réveilla complètement. Je vis son visage, pâle dans la faible lumière qui regardait vers la fenêtre, un grand arc qui occupait tout le bout de la pièce à droite de notre lit. Louise et Lucie dormaient dans un autre lit à notre gauche, et par conséquent plus loin de la fenêtre. Je suivis des yeux ses regards, mais sans bouger, car ses paroles m'avaient procuré une sorte de frisson désagréable. Là, derrière la grande coiffeuse qui se trouvait au centre de la fenêtre en arc, mais bel et bien à l'intérieur de la pièce, laissant un espace considérable derrière elle, je vis une grande silhouette voilée, dont quelque chose me dit immédiatement qu'elle n'était pas humaine. Elle était drapée de la tête aux pieds dans des vêtements gris et traînants, et sa tête était enveloppée de quelque chose. Assez longues enjambées, car elle allait et venait dans le petit espace entre la fenêtre et la table, je devinais qu'il s'agissait d'un personnage masculin, bien que ses vêtements fussent féminins, ou peut-être monastiques. Tout d'abord, il ne sembla pas nous remarquer, mais il ralentit quelque peu son pas régulier et, tournant vers nous, sa tête encapuchonnée, il sembla nous observer attentivement. Ma main était fermement enfermée dans celle d'Hélène, et je sais que nous avions tous deux la même pensée en tête. Que se passera-t-il s'il vient dans la partie ouverte de la pièce et près de l'un des lits? Soudain, un petit halètement provenant de l'autre lit nous a appris que les autres étaient également éveillés. Il faisait trop sombre pour voir leur visage,
et la voix de Louise brisa l'intense silence. Au nom de celui devant lequel tous les pouvoirs doivent céder, elle ordonna qu'il disparaisse. Cela de la part de Louise, la plus timide et la plus nerveuse d'entre nous. Dans mon étonnement, j'oubliais le fantôme et je me retournais pour la regarder, assise dans son lit, une petite silhouette blanche et tremblante. Un instant après, quand je regardais vers la fenêtre, le fantôme avait disparu. Louise l'avait exorcisé. Elle pleura amèrement et trembla de tous ses membres. Hélène et moi nous levâmes d'un bond et nous pressâmes autour d'elle, la caressant et la calmant, jusqu'à ce que ses sanglots cessent. Je ne sais pas ce qui m'a mis dans la tête de faire cela. J'en suis sûre, expliqua-t-elle. Mais je regardais cette chose horrible depuis si longtemps, bien avant que vous ne vous réveilliez, et finalement, j'ai senti que je deviendrais folle si je ne parlais pas. Je voyais très clairement ses yeux, comme deux lampes, qui me regardaient de part en part, et je savais que c'était moi qui devais lui parler. Au bout d'un moment, lorsque nous fûmes toutes un peu plus calmes, je racontais aux filles la confidence que m'avait faite Miss Sarah, et aussi notre arrangement pour rentrer à la maison dès que notre déplacement serait réglé. Lucie s'écria qu'elle ne pouvait pas rester derrière, et me serra dans ses bras lorsque j'affirmais que, bien sûr, elle allait rester avec nous, aussi longtemps qu'elle le voudrait. Je ne pourrais jamais revenir dans cette affreuse maison, déclara-t-elle, et elle ne voulait pas être réconfortée par la notion que j'avais retenue de ma conversation avec Miss Sarah, que de longs intervalles, parfois des années, s'écoulaient entre ces visites spectrales. La nuit s'écoula donc, et à l'aube, nous fûmes toutes heureuses de nous lever et de boucler une partie de nos bagages, afin d'écourter autant que possible notre séjour dans la chambre hantée. Après le petit déjeuner, Hélène et moi prîmes Mel Whittaker à part et lui racontâmes les événements de la nuit. Elle fut impressionnée, mais manifestement pas étonnée. Et sa seule question lorsque nous terminâmes fut « La silhouette a-t-elle tenté d'approcher l'un d'entre vous ?» « Non, répondis-je, bien que Louise déclare que son visage et ses yeux brûlants étaient distinctement tournés vers elle. » Notre hôtesse soupira, mais ne fit aucun commentaire, et ma sœur jumelle et moi montâmes à l'étage pour terminer les préparatifs de notre départ, car il avait été décidé que nous quitterions Whittaker ce jour-là à midi. Ces préparatifs furent bientôt terminés, et Hélène et moi étions sur le point de descendre pour passer 1 heure ou 2 avec les vieilles dames, lorsque Lucie et Louise, qui avaient fait le tour du jardin pour la dernière fois, se précipitèrent dans l'escalier en chaîne et dans la chambre, et je compris en un instant, à leurs regards égarés, qu'elles avaient vu quelque chose d'autre. Oui, le fantôme était encore apparu, et les filles tremblaient encore de nervosité lorsqu'elles racontèrent leur histoire. « C'était dans la promenade, » dit Louise, et Monsieur Leroy était avec Lucie. Il s'est absenté quelques minutes, juste au moment où nous arrivions au bout, pour aller cueillir quelques noix dans les arbustes. Et Monsieur Leroy entreprit de me dire combien il était désolé que notre fête soit interrompue, et demanda s'il pouvait venir nous voir à la maison. Je lui dis oui, et juste à ce moment-là, nous sentîmes quelque chose derrière nous. Nous étions côte à côte. Et pensant que c'était Lucie, nous nous retournâmes et vîmes l'horrible silhouette à notre coude, posant une main sur le bras de chacun d'entre nous. Un instant après, il avait disparu, mais Lucie, qui arrivait de l'autre côté de la promenade, l'avait aussi vu clairement, le dos tourné vers elle. Ce n'était donc pas de l'imagination. Non, ce n'était pas de l'imagination. J'ai raconté toute l'histoire à Mel Whittaker avant de quitter la maison. Cette fois, la pauvre vieille dame s'effondra complètement, et se tordant les mains, elle s'accusa d'avoir causé la ruine de 2 jeunes vies. Puis, voyant mon étonnement, elle fut obligée d'expliquer que c'était un signe, trop fatalement prouvé, de l'approche de la mort. Lorsque la figure voilée posait sa main sur toute personne à qui elle choisissait de se montrer, ces paroles s'enfoncèrent comme du plomb dans mon cœur. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Notre petite Louise tomba malade d'une étrange fièvre légère, peu après notre retour à la ferme, et avant Noël, elle nous avait quittés pour toujours. Harry Leroy ne nous rendit jamais nous rendre la visite qu'il avait envisagée, car il mourut lui aussi, d'une décharge accidentelle de son arme,
quelques semaines après que nous nous séparâmes de lui. La seule conséquence heureuse de notre séjour à Whitaker fut le mariage de Lucy avec un de nos voisins, qui l'épousa dans notre maison et l'emmena de temps en temps dans le sud, de sorte que pendant un certain temps, nous la perdîmes de vue et n'eûmes aucune nouvelle de ses parents. Lorsque nous nous revîmes, elle nous dit que son oncle était mort tranquillement un soir, après avoir terminé l'œuvre de sa vie, l'harmonie des 4 évangiles. Ses tantes avaient fermé la maison, qui était la leur, et étaient parties vivre au-delà de Hamilton. Je ne les revis jamais, et je ne revis pas non plus Lucy, car notre propre famille s'installa en Angleterre à cette époque, et nos liens canadiens furent rompus. Je ne sais pas si la malédiction pèse encore sur la vieille maison, ou si la maison elle-même est encore debout, mais ce qui précède est un récit véridique et non exagéré de ce que nous avons subi là-bas. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous connaissez d'autres histoires de fantômes méconnus se déroulant à Montréal ou au Québec en général, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, qui sait, on aura peut-être d'autres nouvelles à vous présenter. Sur ce, un bon 2 semaines. Et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.